Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce webinaire InCyber organisé avec Synopsys. On va parler aujourd'hui d'AppSec Testing, une démarche qui j'imagine vous parle et qui vous donne sans doute pas mal de fil à retordre. Et on va en discuter avec Hugues Martin, ingénieur avant-vente chez Synopsys, qui va nous parler de la façon, des meilleures façons, de la façon dont on peut unifier les résultats d'analyse avec l'outil CodeDX. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions logistiques. Vous avez sur la droite de votre écran un bandeau qui peut vous servir à poser des questions ou à chatter entre vous ou avec l'intervenant. Je prendrai évidemment les questions à la fin et vous pourrez en profiter également pour continuer à interagir dans le chat. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions et on les prendra à la fin en fonction du temps qui restera. Voilà, donc comme je le disais en introduction, on va laisser la parole à Hugues Martin pour nous parler d'AppSec Testing. Et puis, on se revoit à la fin avec vos quelques questions. Hugues, je vous laisse la parole. Merci Amélie. Merci à tous d'être présents ici. Aujourd'hui, on va parler non seulement de l'AppSec testing, mais d'une problématique qui est assez commune, qui est le problème de cohérence dans la masse de résultats qui sont produits par ces méthodes, et une façon d'unifier toute cette masse de données, de les rendre cohérentes et de pouvoir travailler efficacement avec. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Alors, quelques mots déjà sur moi. Moi, je m'appelle Hugues Martin, je suis ingénieur avant-vente chez Synopsys Software Integrity Group. Notre groupe est vraiment spécialisé dans la sécurité applicative, que ce soit par la vente d'un certain nombre de produits de test. Donc, on connaît bien la problématique de nos clients qui ont des résultats divers et variés. Et également par la fourniture de services à divers niveaux, toujours dans la sécurité applicative. Alors, personnellement, j'ai rejoint Synopsys il y a à peu près 1 an et demi. Avant ça, j'étais pas dans la cybersécurité, j'étais dans le développement logiciel, plus précisément le développement de type application web. Et donc, en arrivant dans ce monde de la cybersécurité, naïvement, mais je suis peut-être pas le seul dans ce cas, naïvement, je pensais que la sécurité applicative, ça consistait à trouver les vulnérabilités et toutes les corriger. Bon. Évidemment, je pense que certains d'entre vous savent déjà que c'est pas aussi simple que ça pour diverses raisons. Aujourd'hui, le logiciel, c'est quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale, quelque chose qui est présent absolument partout, quelque chose qui impacte notre vie en tant qu'individu, mais également la vie d'une entreprise. Et toutes les entreprises sont forcées, même celles qui ne sont pas vraiment orientées software, toutes les entreprises aujourd'hui sont forcées à se fier à du logiciel, que ce soit parce que c'est ce qu'elles vendent, parce que c'est ce qui gère, j'en sais rien, leur force de travail, ou bien leur stock, ou bien parce que c'est ce qui gère la vente de leurs produits. Il y a énormément de choses qui tournent autour du logiciel. Et là où la sécurité est fondamentale, et la sécurité applicative en particulier dans ce cas-là, c'est que si on ne peut pas se fier à son logiciel, la question c'est comment est-ce qu'on peut lui confier son entreprise. Et malheureusement, la première partie de la demande, c'est pas si simple d'y arriver. Et alors, justement, je me permets de vous interrompre à ce moment-là. Qu'est-ce que, finalement, surtout vous venez du développement logiciel, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est si difficile de se fier à son logiciel? Quel est le diagnostic que vous pouvez faire avec cette expérience que vous avez eue auparavant et puis ce basculement vers la cyber? Et finalement, quels sont les grands enjeux pour la sécurité applicative aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse ici qui, à mon avis, sont valides. La première chose, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de se fier à son logiciel aujourd'hui. Moi, je ferai un parallèle. Si se fier à son logiciel, c'est un peu comme on se fie à sa voiture quand on tourne le volant ou qu'on appuie sur la pédale d'accélération. On se fie à la machine pour qu'elle réagisse de la manière que nous, on attend. Alors déjà, une voiture, c'est assez complexe.
mais un logiciel, ça a la complexité supplémentaire d'être quelque chose de fondamentalement abstrait. L'historique du développement logiciel, c'est quelque chose qui commence à avoir un certain âge. On peut dire 50 ans, 70 ans, ça dépend d'où on démarre. Mais en tous les cas, aujourd'hui, sur une application, quelle qu'elle soit, même une application extrêmement simple, elle sera toujours bâtie sur un ensemble de couches successives qui, au final, sont extrêmement complexes, hein, et qui font que personne, que ce soit l'architecte ou le développeur qui connaît sa petite fonction sur le bout des doigts, personne n'est capable d'appréhender la complexité globale du logiciel. Donc au final, se fier à son logiciel, c'est presque avoir foi dans le logiciel. Et ça, la seule façon de l'atteindre, c'est de faire des tests. Et on n'a jamais la certitude que les tests qu'on a effectués couvrent l'intégralité des possibilités de malfonction. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il est aujourd'hui difficile de se fier à son logiciel, c'est les tests. Et c'est là qu'entrent en jeu d'autres critères dans la sécurité applicative. Alors, comme je le disais, la sécurisation est importante, et là, c'est une question de test, hein. Il faut qu'on ait effectué les tests qui nous prouvent que le logiciel est sûr, ce qui veut dire qu'il va se comporter de la manière qu'on attend dans les cas prévus, et surtout qu'il ne va pas se comporter de manière erronée dans les cas qui ne sont pas forcément prévus. Ça, c'est plutôt ce qui nous intéresse en sécurité. Cependant, cette sécurisation, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et aujourd'hui, on a un autre critère qui rentre en ligne de compte, c'est la vitesse de livraison. Aujourd'hui, le logiciel, c'est quelque chose qui est agile, qui change sans cesse, qui doit s'adapter à tout un tas de requêtes. Alors moi, je travaillais dans l'application web, hein, dans l'e-commerce, ce genre de choses-là. C'est sûr que si vous aviez prévu de livrer une fonctionnalité pour le Black Friday et que là, aujourd'hui, on est encore en train de la tester, ben, vous avez raté le coche et ça ne sert plus à rien. Donc, tout ça pour illustrer qu'aujourd'hui, la fonctionnalité doit être livrée à l'heure qui a été prévue. Et quand je dis à l'heure, parfois on parle bien d'heures et non plus de jours ou de semaines, voire de mois, comme c'était le cas auparavant. Donc au final, ce qu'on note ici, c'est qu'on aimerait bien pouvoir faire tous les tests possibles pour s'assurer de la sécurisation absolue de notre logiciel. Malheureusement, c'est impossible. Et c'est là que rentre en jeu le troisième pilier, qui est le risque métier. Aujourd'hui, la sécurité applicative, hein, ce n'est pas de trouver des vulnérabilités et de les corriger. Ça en fait partie, mais essentiellement, ce n'est pas ça. La sécurité applicative, c'est vraiment de gérer les risques métiers qui viennent avec la problématique de la sécurité. Donc aujourd'hui, on a le choix entre corriger des vulnérabilités, livrer rapidement, et il faut réussir à trouver un équilibre entre ces deux pour accepter un risque qui soit pas trop grand, et accepter une vitesse qui ne sera pas forcément celle qu'on voudrait idéalement, mais qui soit tout de même pas trop lente. Et donc sur ces problématiques, j'ai quelques chiffres qui viennent d'études qui sont intéressants et qui illustrent bien le problème, disons. C'est une étude qui a été faite par Enterprise Strategy Group, où ils ont interrogé un certain nombre de responsables sur diverses choses. Pour moi, il y a deux réponses qui m'intéressent ce soir. La première, c'est la réponse à la question « Votre organisation a-t-elle déjà déployé du code comportant des vulnérabilités identifiées ?» Si on regarde les réponses qu'on a ici, on a sur la gauche à peu près 80% des personnes qui ont répondu, qui ont dit oui, et qui n'ont pas dit oui une fois, qui ont dit oui occasionnellement, voire régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Comme ça, en première interprétation, ça pourrait nous dire 80% du code est insécure. La réalité, elle est un petit peu plus nuancée que ça. En réalité, 100% du code est insécure. Ça, on le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces 80% ont été capables de faire un choix conscient de dire je sais que j'ai ces vulnérabilités-là, mais j'ai des contraintes qui font que je ne peux pas me permettre de ne pas livrer. Donc, je fais le choix conscient de livrer avec des vulnérabilités. Alors, j'espère pour ces gens-là que c'était des vulnérabilités qui étaient suffisamment basses pour être admissibles, bien sûr. La deuxième métrique qu'on a, qui est également intéressante, elle s'adresse plus
au fait que la sécurisation est quelque chose qui est de plus en plus vital. Là, la question, c'est vraiment combien d'outils de test de sécurité applicative sont utilisés par l'organisation. Alors, on parle évidemment d'organisations qui sont de taille très variée, hein, on en a des petites et des très grosses, et on voit que si on regarde la médiane ici, on a une réponse qui oscille entre 15 et 20 outils de tests de sécurité applicative. Entre 10 et 20 outils, ça fait quand même une certaine masse de choses, et ça veut dire que c'est, en tout cas les entreprises qui ont répondu dans cette tranche-là, sont des entreprises qui font des tests intensifs, vraiment. Et alors, on voit bien, en effet, si je peux peut-être résumer tout ça, mais que finalement, l'entreprise ou l'organisation fait face à un dilemme ou une double pression. D'une part, des délais de livraison de plus en plus courts et des rythmes de plus en plus rapides. Et puis, d'autre côté, la nécessité de tester ces applications qui sont à la fois plus nombreuses et puis potentiellement plus vulnérables. Et finalement, tout ça revient à faire un choix, à faire une décision sur la façon de gérer les risques, une priorisation du type de risque qu'elle peut ou pas se permettre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important ici, ça va être de réussir à améliorer d'une part la qualité de ce qu'on va trouver et des indications qu'on peut avoir pour corriger les failles qui auront été détectées. Et d'autre part, essayer d'accélérer non seulement la détection, mais également l'acquisition des données qui sont retournées par ces outils. Voilà, je vais faire une petite, une petite représentation de l'exercice de test d'application applicative pour essayer de comprendre est-ce que plus c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux. Alors ici, imaginons que ce soit votre application. Voilà, c'est du code binaire, c'est votre application, c'est totalement illisible, bien évidemment. Dans cette application sont cachées des vulnérabilités. C'est bien qu'il est impossible d'écrire du code sans mettre un nombre de vulnérabilités incalculable à l'intérieur, malheureusement. Donc, toutes ces vulnérabilités se cachent dans le code et bien sûr, votre objectif en tant qu'analyse de sécurité, c'est de détecter ces vulnérabilités et de les faire corriger quand c'est nécessaire. Donc, pour détecter ces vulnérabilités, là c'est quand même la première étape de mon processus, je vais faire passer un outil d'analyse. Donc cet outil d'analyse me trouve une brèche. D'accord. Il en reste un paquet. J'en fais passer un deuxième. Il va en trouver une autre. J'en fais tourner un troisième qui va en trouver encore une troisième. Là, vous commencez peut-être à remarquer que les mots qui sont utilisés ici sont dans des langues un petit peu différentes. Donc ça illustre le fait que chaque outil a son formalisme et la manière de rapporter ce qu'il trouve. Et puis on continue, donc j'ai un petit peu forcé le trait, mais quand on est en train d'analyser des résultats d'outils de test de sécurité applicative, on a parfois l'impression de regarder des résultats en chinois simplement parce que on a l'habitude d'un outil, et puis le nouvel outil qu'on utilise, il ne rapporte pas les choses de la même manière, donc on a du mal à les comprendre. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a une couverture. Alors là, on a un cas idéal où les outils, la panoplie d'outils que j'ai utilisés a tout trouvé, hein, parce que chaque outil est orienté sur des spécificités bien à lui. Et ici, ils ont tout trouvé. C'est un petit peu idéal. En réalité, il va toujours rester des choses qui ne seront pas détectées. Mais plus important, ce qu'on voit, c'est que là, à moins d'apprendre 15 langues, il n'y a pas moyen que je puisse comprendre ce que me racontent tous ces outils. Donc, on se retrouve dans la situation où on va détecter beaucoup de vulnérabilités, peut-être la majorité, peut-être toutes celles qui sont vraiment importantes, mais on ne va pas être en mesure de comprendre ce que nous montrent les outils. Et là, on court le risque d'avoir des vulnérabilités qui ont été détectées, et qu'on ne va pas corriger simplement parce qu'on n'a pas compris qu'elles étaient en réalité critiques. Donc, de là, la question qui vient, c'est, bon, alors à ce moment-là, peut-être qu'on a trop d'outils. Qu'est-ce qu'on fait si on réduit un petit peu le périmètre? Et là, malheureusement, comme chaque outil a ses spécialités, sa façon d'aborder des choses, en enlevant des outils, on enlève des spécialités,
et il est possible de se retrouver du coup avec plus de vulnérabilités qui vont passer entre les mailles du filet. Donc en fait, plus, c'est pas mieux et ça peut même être moins bien finalement. Oui et non. Oui et non, plus ça rend ça obscurcit les choses. C'est mieux dans l'absolu parce qu'on va détecter plus de choses. Par contre, ça obscurcit les résultats. Il faut plus de temps pour les interpréter. Ça apporte potentiellement plus de confusion. Et d'ailleurs, c'est un peu ce dont témoignent les chiffres que vous avez présentés quelques slides plus haut sur le nombre d'entreprises qui laissaient passer des vulnérabilités, des vulnérabilités ou des brèches et le nombre existant d'outils existants. On voit bien que cette profusion n'est pas forcément uniquement bénéfique, mais peut aussi un petit peu porter à confusion. Alors, c'est ce qui m'amène du coup à une question, mais comment on fait pour y voir plus clair, pour s'en sortir avec toutes ces langues différentes et toutes ces façons toutes ces brèches et vulnérabilités potentiellement qu'on pourrait laisser passer? Alors là, la réponse, elle est relativement simple. On a des outils qui parlent de multiples langues. On peut faire un parallèle avec des organisations qui parlent de multiples langues. Alors, par exemple, là, on a le Parlement européen. J'ai appris qu'il y avait 24 langues officielles dans l'Union, donc les parlementaires parlent en 24 langues différentes. La personne clé ici, c'est la jeune personne à droite, l'interprète, qui, elle, va traduire au fur et à mesure des discussions ce que dit chacune des personnes. Elle n'est pas toute seule, évidemment, hein, mais elle et ses collègues vont traduire ce que disent chacune des personnes dans les langues qui sont nécessaires. Et c'est justement finalement un peu l'objectif de votre outil de CodeDX, de faire cette interface, l'interprétation entre ces différents langages ou formalismes. Alors en quoi, plus précisément, il permet comme d'identifier les risques critiques et puis comme vous le suggériez au début aussi, d'aider à la prise de décision en matière de gestion de risque. J'y viens. Donc effectivement, oui, nous, ici, dans notre cas précis, bon, là c'est un parallèle, hein. En réalité, on a non pas des parlementaires qui parlent plein de langues, mais des outils qui rapportent en plein de formalismes différents. Et tous ces outils, ce qu'on a besoin de faire, c'est au final hein, de traduire ce qu'ils racontent pour les présenter dans un modèle unique, de manière à pouvoir ensuite travailler sur une liste unique de vulnérabilités qu'on va pouvoir trier, affecter et corriger. Donc c'est ce que fait CodeDX. CodeDX est un outil qui accepte en entrée des résultats venant d'autres outils, donc des outils d'analyse de tests de sécurité applicative. Alors, immédiatement, on pense aux outils statiques, comme des outils d'analyseurs de code source, ou SAST, ou encore des outils d'analyse de composition logicielle. Mais on va un peu plus loin. On peut également ingérer des résultats de tests de pénétration manuels, ou bien encore automatisés avec des outils d'AST. On va également ingérer des résultats de revue manuelle et de bug bounty. Donc, en réalité, tout ce qui aboutit à la génération d'un rapport de vulnérabilité ou encore des évaluations de sécurité réseau. Donc, avec tout ça, CodeDX fait une agrégation des données, les prépare dans une base avec un modèle unifié, c'est bien l'objectif. Et une des choses qu'il va pouvoir faire, c'est, par exemple, générer un score de risque qui va renseigner d'un seul coup d'œil quel est le statut de risque de l'application. Quand on a besoin d'analyser en profondeur une application, ce n'est pas ça qu'on va regarder, évidemment. Par contre, quand on a des dizaines et des dizaines d'applications à gérer, c'est utile de voir au premier coup d'œil, ah, il y en a une qui vient de passer au rouge, il va falloir s'occuper de celle-là. Donc CodeDX fait ça au travers de différents moteurs. On a au cœur de CodeDX, on a un moteur d'agrégation qui va traduire, comme je disais tout à l'heure, les vulnérabilités dans un langage commun. On a également un moteur de corrélation parce qu'il arrive souvent que plusieurs outils disent la même chose et il est important que les développeurs ne se retrouvent pas à corriger deux fois la même chose, ce qui peut arriver hein, si on affecte des résultats de deux outils à deux développeurs différents. Et puis, CodeDX aide également à faire le tri et la priorisation des différentes vulnérabilités
au travers d'un assistant de triage qui apprend en regardant ce que va faire l'utilisateur de CodeDX et au fur et à mesure va suggérer les actions que, d'après son apprentissage, auraient été faites par l'utilisateur après analyse de toutes les données qui sont en dessous. Tout ça, c'est un côté de la traduction, si on revient en parallèle avec notre interprète. Mais pour que deux parlementaires puissent comprendre, il faut bien que le premier soit traduit dans le second, et il faut également que, bien sûr, le second soit traduit dans le premier. Et c'est ce que fait CodeDX là également. Au final, une fois qu'on a identifié, trié et prioritisé les vulnérabilités, il va bien falloir faire corriger celles qui ont besoin d'être corrigées. Donc, dans ce cas-là, on parle avec des développeurs en général, et c'est là que l'outil va avoir besoin de s'interfacer avec des outils de suivi ticket, comme Jira par exemple, ou encore avec des interfaces de développement intégrées, comme Eclipse ou IntelliJ par exemple. Donc, ça, c'est encore un aspect de CodeDX qui permet en fait de gérer tout le flux de communication venant des outils automatisés de tests jusqu'aux développeurs, en passant bien sûr par ce qui est central, c'est-à-dire les personnes qui gèrent la sécurité applicative. Et alors, concrètement, à quoi ça ressemble? À quoi ressemble la plateforme et l'interface? Alors, l'interface, elle est faite vraiment pour simplifier les choses et unifier les choses. Donc, à partir du moment où vous avez ingéré un certain nombre de projets, quand je parle de projet, je parle vraiment de résultats d'analyse sur le projet. CodeDX, vous les présentez dans une liste qui est flexible. Hein. On peut avoir des applications, des groupes d'applications, des groupes de groupes, etc. Et chaque projet va être finalement présenté à premier abord avec plus ou moins les mêmes types de caractéristiques. Donc là, ici, c'est ce qu'on voit. On voit la liste de ces projets. Et quand on descend donc, à l'intérieur d'un projet particulier, ce qu'on va voir, c'est la liste des... alors on appelle ça des findings dans CodeDX. Donc la liste des rapports de vulnérabilité, bien sûr, qui viennent des différents outils et qui sont présentés un petit peu comme s'ils venaient tous de la même origine, à premier abord. Ici, on a, donc à gauche, on a des filtres qui vont permettre de travailler sur ces listes, parce que la liste, évidemment, elle peut être extrêmement conséquente. Donc on va devoir descendre un petit peu pour regarder ce qui nous intéresse le plus. Là, j'ai sélectionné dans cet exemple-là uniquement les problèmes critiques et également les problèmes qui correspondent à la définition OWASP du A1, donc vulnérabilité d'injection. Donc j'ai ces filtres à gauche, ma liste filtrée à droite, et on va pouvoir donc réduire le nombre de vulnérabilités qu'on regarde en jouant sur les filtres. Alors, par exemple, on a un filtre qui permet de se baser sur un standard. Donc, OWASP, c'en est un, mais il y en a une dizaine dedans. Par exemple, PCI DSS ou RIPA, hein, selon les verticaux qui nous intéressent. On peut voir ici également l'interfaçage avec Jira, qui nous montre l'état du ticket du côté du développeur. Et cette intégration va faire que chaque fois que le développeur modifie le statut de son ticket, ça peut avoir un impact sur le statut de la vulnérabilité à l'intérieur de CodeDX et vice-versa. Et puis finalement, une action extrêmement importante dans tout ce qui est gestion du risque, c'est bien sûr le rapport. Donc à partir des listes qui ont été préfiltrées au sein de CodeDX, on va pouvoir générer des rapports qui peuvent donc être partagés avec les personnes concernées. Le gros intérêt du rapport que vous avez dans CodeDX, c'est que c'est bien un rapport qui se fonde sur l'intégralité des vulnérabilités rapportées sur une application ou un groupe d'applications, tout dépend du périmètre que vous choisissez, mais ce n'est pas un rapport qui concerne uniquement ceux qui ont été rapportés par un outil SAST ou un autre outil DAST, etc. Donc on a bien un rapport unifié et ça permet de prendre des décisions qui sont des décisions sur l'application et non pas des décisions spécifiques à un outil que vous avez fait tourner sur l'application. Et puis finalement, un autre aspect, c'est au-delà de ces choses-là qu'on peut voir qui vont vous permettre de rentrer dans le détail
et de prioriser et d'affecter à rémédiation. CodeDX va aussi vous permettre de visualiser un tableau de bord. Ce tableau de bord, lui, il va avoir deux facettes. D'un côté, il va vous montrer l'état de votre application, donc la santé, on va dire, de votre application en termes de cybersécurité, avec le score de risque, le nombre de vulnérabilités détectées, l'évolution dans le temps. Et de l'autre côté, il va vous montrer ce qu'on pourrait appeler votre hygiène de cybersécurité, ce qui est une autre façon de dire quelle est l'implication et la discipline qui est appliquée pour la correction des problèmes. Donc, on va voir des choses comme le temps qu'il faut pour corriger des soucis par rapport à leur criticité. Là, ce qu'on dit en général, c'est que c'est bien de corriger un critique en 8 jours peut-être, mais on voit ici qu'on corrige le élevé en 5 jours, ce qui est plus rapide. Ça devrait être l'inverse, sincèrement. Et puis, on peut également regarder si l'activité d'analyse est faite de manière régulière. Donc, en bas à droite, vous voyez les analyses qui sont représentées par des points, sachant que dans ce cas-là, on a une année complète. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'analyses pour cet exemple-là. Donc, ça, ce sont des choses qui permettent de comprendre les problèmes qu'il peut y avoir dans vos process de sécurité applicative et donc d'y remédier. Donc finalement, cet outil doit vraiment s'insérer, s'intégrer efficacement dans le cycle de développement de logiciels. Ça intervient à quel moment finalement? Alors effectivement, c'est un outil, comme tous les outils, il n'a de valeur que si il s'insère bien dans le processus. Alors comme toujours, pour ce genre d'outils, il y a plusieurs réponses possibles. Moi, ce que j'ai préparé ici, c'est un peu un exemple de comment CodeDX s'insère dans une chaîne de production logicielle. Un exemple simplifié, bien sûr. Alors, vous avez CodeDX dans votre environnement et à côté de ça, vous avez la production logicielle. Donc, on va prendre une simplification d'exemple. La production logicielle, ce sont des développeurs qui travaillent à partir de leur environnement de développement, donc IntelliJ, Eclipse, etc., qui produisent du code. Ce code est partagé au travers du système de contrôle de version, par exemple Git, ça c'est le SCN en bas à droite. Et puis le développeur a connaissance de ce sur quoi il doit travailler au travers du système de suivi de tickets, donc un Jira ou un GitLab, qui va lui permettre de savoir quelles sont les fonctionnalités qu'on lui demande de développer et quels sont les bugs qu'on lui demande de corriger, et qui vont aussi lui permettre de communiquer là-dessus, de déclarer son état d'avancement. Alors, ce qui se passe dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un système de build qui va utiliser les ressources qui sont dans le repository de contrôle de version, donc dans Git par exemple, pour construire l'application, soit en intégration pour qu'elle soit testée plus avant, soit en production quand il s'agit de créer une version finale. Voilà, intéressons-nous maintenant à la partie AppSec. Jusqu'ici, c'était le processus de développement sans particulièrement mettre l'AppSec en œuvre. Si on a une partie AppSec qui se met en route, en général, les outils d'analyse de sécurité vont se déclencher au moment du build. Donc SAST, SCA, DAST, YAST, il y en a d'autres. Et c'est à ce moment-là que CodeDX va intervenir. Ces résultats vont être poussés dans CodeDX. CodeDX va pouvoir mettre en œuvre ces mécanismes d'agrégation. On va pouvoir également faire une analyse du risque en se basant sur les filtres qu'on a vus tout à l'heure. Et cette analyse de risque, éventuellement, va pouvoir résulter en une action de validation ou d'invalidation, justement, du build qui vient d'être créé. Donc, ça va pouvoir refuser un déploiement, par exemple, s'il y a trop de vulnérabilités qui ont été détectées. Ça, c'est pour la partie automatisée. Ensuite, à partir du moment où toutes ces vulnérabilités ont été ingérées par CodeDX, le développeur, lui, va pouvoir avoir accès directement depuis son interface de développement aux détails des vulnérabilités qui sont dans CodeDX.
Ça va lui permettre d'avoir le détail des problèmes sur lesquels il est en train de travailler et quelque chose qui va pouvoir filtrer aussi selon si ça a été affecté à lui ou pas. Ensuite, à l'intérieur de CodeDX, on va effectuer l'opération de tri. Ça, c'est une opération fondamentale en sécurité applicative. C'est vraiment l'opération dans laquelle on va décider quelles sont les vulnérabilités qui sont problématiques et qui méritent d'être corrigées, et lesquelles sont peut-être des faux positifs ou simplement des choses qui ne s'appliquent pas dans le contexte, ou encore des choses qui, oui, s'appliquent, mais pas suffisamment critiques pour justifier le temps de correction. Donc ça, c'est l'opération de tri qui est faite dans CodeDX par les acteurs de cybersécurité, qui peuvent être les analystes dédiés, qui parfois sont certains développeurs qui ont une appétence pour la cybersécurité. Ce qui est important, c'est que cette étape-là est intégrée avec le système de suivi de tickets. Donc, on va déclarer une vulnérabilité comme étant à corriger, et ça va automatiquement assigner le ticket au développeur concerné, qui va ensuite pouvoir interagir avec le système de suivi de tickets, donc dire voilà, ça j'y travaille, ou c'est corrigé, et cette action va lui-même avoir un impact sur CodeDX. Et au final, l'analyse de cybersécurité va pouvoir voir quel est l'état d'avancement de ces tickets. Alors, cette opération de tri, c'est toujours une opération fastidieuse parce qu'il faut quand même passer en revue chacun des tickets, essayer de comprendre quel est l'impact que ça peut avoir, voir si on est sujet à l'impact et peut-être avoir une vague idée de quel est le coût de la correction. Donc, pour assister l'analyste dans son travail, CodeDX dispose également d'un assistant de tri. Donc, c'est un assistant qui est basé sur du machine learning. Le principe étant que l'assistant va monitorer ce que fait l'analyste et au bout d'un certain temps, il va être capable de prédire ce que l'analyste va probablement faire avec tel ou tel ticket et donc lui suggérer des vulnérabilités qui sont, selon l'assistant, plus critiques et prioritaires que d'autres et donc qui ont plus de chances d'être escaladées, enfin d'être classées comme étant critiques. Voilà, ça fait gagner du temps, sachant que le temps en cybersécurité, c'est quelque chose dont on manque tout le temps. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Alors, jusque-là, j'ai montré des outils plus ou moins statiques qui sont intégrés avec CodeDX. Quand je dis statique, je veux dire qui se mettent en œuvre dans une table statique du code, donc soit sur le code source, soit sur des versions qui peuvent être déployées très rapidement, comme ce qu'on utilise en Dast et en Yast. Après, on peut également avoir des résultats de pentest ou de runtime container assessment qui peuvent être chargés dans CodeDX, et également des résultats d'analyse infrasec avec certains outils dédiés. Donc, avec tout ça, on a dans CodeDX vraiment une vision globale du risque de sécurité applicative que vous avez dans une application donnée. Un dernier point que CodeDX permet de gérer également, c'est l'orchestration. Alors jusqu'ici, dans tout ce que j'ai expliqué, j'ai dit les outils d'analyse sont exécutés en dehors de CodeDX et puis on appelle CodeDX pour que se produise l'ingestion des résultats. CodeDX peut également prendre en charge l'exécution des outils de test et l'ingestion des résultats automatiquement. Ça, c'est une possibilité qui permet de faire encore un pas vers la gouvernance AppSec totale. Mais on peut aller encore plus loin. Donc, CodeDX va être capable de définir quels sont les tests qui sont effectués pour quelle application, à chaque fois qu'on passe dans la chaîne de build, par exemple. Mais si on veut aller plus loin, on peut avoir besoin non pas seulement de dire quels tests sont effectués pour telle application, mais bien de dire quels tests sont appliqués pour quelle application, dans quel contexte de mise à jour de son code source. L'idée étant bien évidemment que
quand on fait quand on passe un test de sécurité applicative complet, selon la taille de votre base de code et selon la profondeur du test, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs heures, ça peut être trop long pour le rythme de livraison qui est nécessaire pour certaines applications. Donc c'est un autre outil qui s'intègre avec CodeDX, qui s'appelle Intelligence Orchestration. Avec celui-là, on va pouvoir définir des politiques, et chaque politique va définir dans quel cas de figure on va lancer quel test et avec quel degré de précision. Par exemple, si je fais un build dans lequel on a juste modifié une dizaine de lignes de code et qu'on n'a pas rajouté de dépendance sur des librairies open source, on ne va pas forcément vouloir faire tout le scan d'analyse des dépendances open source et des risques qui y sont associés. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être précisé automatiquement par Intelligence Orchestration. Et là, on arrive vraiment à une gouvernance automatisée de la chaîne de sécurité applicative. Voilà, donc j'ai fait un petit tour de l'outil CodeDX, de la problématique à laquelle il répond. Je crois que je suis un peu en avance sur le timing. Juste quelques mots sur Synopsys, notre entreprise. Donc Synopsys, c'est une entreprise qui propose une approche complète de la sécurité applicative. On vend des produits, CodeDX en est un, mais on a un panel complet d'outils de tests de sécurité applicative. On propose également des services et de l'accompagnement, donc des services qui peuvent aller de l'aide au déploiement, à la mise en place, jusqu'aux services stratégiques d'assessment de votre posture en sécurité applicative ou en l'audit de base de code. On a vraiment un panel extrêmement complet de services en plus de ce qu'on a au niveau des produits. Nous sommes tout en haut à droite du Magic Quadrant de Gartner depuis 3 ans sur la sécurité applicative. Et en France, on est un peu plus de 200 personnes, dont 15 dédiées à la sécurité applicative. Voilà, donc vous avez nos coordonnées ici, et j'espère que la présentation vous a intéressé. Et Amélie, je pense qu'on pourra ouvrir pour les questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup. Et je pense qu'effectivement, la présentation a dû plaire parce qu'on nous demande si on peut la partager. Donc, si ça vous va, Hugues, on pourra éventuellement mettre la présentation en téléchargement depuis le site InCyber, si ça vous convient. Oui, on pourra la partager, bien sûr. Et puis, de toute façon, le replay de cette séquence sera aussi disponible en ligne dans les jours qui viennent, le temps qu'on lui fasse un petit embellissement. Mais voilà, vous pourrez aussi, vous recevrez le lien et il sera de toute façon sur la chaîne YouTube InCyber, donc n'hésitez pas. Alors, je crois qu'il y a une question qui est déjà écrite, qui a déjà été envoyée dans le chat. Je vous la pose peut-être, Hugues. Oui. En dev CC++, on utilise, excusez-moi si j'ai mal prononcé, c'est un langage qui n'est pas tout à fait familier, on utilise des outils comme le compilateur Clang pour détecter les portions de code problématiques du point de vue de la cybersécurité, c'est-à-dire surtout les méthodes deprecated. Quel est le plus de CodeDX pour cet aspect? Alors, dans ce cas-là, là, on n'est pas vraiment au niveau de CodeDX, c'est-à-dire qu'en C++, alors je ne connais pas bien le compilateur Clang, mais je suppose qu'il dispose de paramètres de warning pour vous prévenir des défauts qui peuvent être retrouvés dans le code par le compilateur. Ça reste, alors Clang, je ne le connais pas, mais c'est quelque chose qui est possible avec d'autres. Ça reste une analyse assez rapide, assez légère. Là, ce CodeDX n'apporterait pas grand-chose sur ce point précis, parce que CodeDX ne fait qu'agréger les résultats de tests applicatifs. Par contre, un outil de test statique pourrait aller beaucoup plus loin qu'une option de compilateur. J'espère que ça a répondu à votre question. Je vois que vous êtes en train de répondre. Oui, Clang est effectivement compliqué à paramétrer.
Voilà, donc ça répond. J'espère que ça a répondu à votre question. J'en ai quelques-unes aussi de mon côté. N'hésitez pas, surtout vous tous qui êtes en ligne. Ah bah voilà, ça arrive. Quel est le modèle de déploiement et le modèle économique associé à l'offre Code DX? Alors, le modèle de déploiement, c'est quelque chose qu'on offre en on-premise, hein, donc installé dans vos systèmes. Le modèle économique, il est basé sur le nombre de projets qu'on va vouloir suivre avec CodeDX et sur le nombre d'utilisateurs également. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails, il faudrait se rapprocher de nos équipes commerciales pour avoir plus d'éléments. N'hésitez pas à passer par nous, enfin par moi également, si vous avez besoin voilà, de mise en contact. En effet, hein, Hugues, je pourrais faire l'intermédiaire, évidemment. De toute façon, vous avez l'adresse sur cette slide-là. Donc, oui, vous pouvez me contacter pour ça, je ferai suivre. Hein, ça marche aussi, bien sûr. Alors moi, j'avais une autre question qui est assez différente, mais on parle beaucoup aussi aujourd'hui, avec tout l'émergence et le développement de l'assurance cyber, on parle beaucoup de la quantification du risque cyber. Et justement, dans quelle mesure votre scoring, le score de risque, le score de risque, oui, que vous donnez à vos applications, comment elle peut s'insérer justement comme ça dans la démarche d'une entreprise pour un peu une organisation, hein, pour quantifier le type de risque auquel il fait face? Alors, la réponse, elle peut être assez complexe dans ce cas-là. Le scoring qu'on donne, c'est un scoring qui est basé sur le comptage des vulnérabilités et leur criticité. Donc, c'est un scoring qui va donner une information. Tout dépend. Si vous êtes une entreprise qui démarre dans la sécurité applicative, c'est un bon début. Après, si vous avez déjà vos procédures, vos règles, vous allez vouloir effectuer un scoring qui peut être basé peut-être non seulement sur le nombre de vulnérabilités, mais les vulnérabilités d'un certain type. Donc, par exemple, dans CodeDX, on va associer des types de vulnérabilités et on va prendre en considération quelque chose comme le CWE, qui est le Weakness Enumerator, qui indique quel est le type de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre un petit peu en regard avec les surfaces d'attaque qui sont possibles dans les applications. Et à partir de là, vous pouvez calculer un score qui sera plus, le score que vous considérez être celui qui s'applique dans votre environnement. CodeDX, alors un aspect que j'ai absolument pas abordé ici, c'est que le travail de CodeDX, à la base, c'est vraiment d'agréger toutes ces données, de les formater et finalement de les rendre disponibles. Au travers de la UI, hein, j'ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait, mais peut-être encore plus pour les grosses organisations, au travers des API qui donnent vraiment un accès complet à tout ce qui a été agrégé, complet et déjà pré-mâché pour pouvoir être facilement utilisé. Donc voilà, dans le cas d'une quantification, d'une qualification des problématiques de sécurité que vous pouvez avoir, CodeDX va vous apporter une base unifiée sur laquelle vous pouvez faire tous vos calculs et tous vos rapports. Merci beaucoup. Et donc, en fait, on voyait bien, surtout dans les derniers graphes, avec la place de CodeDX dans le développement logiciel, finalement, ça s'interface avec beaucoup. En tout cas, ça implique beaucoup de fonctions et de métiers dans l'organisation. Finalement, qui sont les premiers utilisateurs? Les premiers utilisateurs sont vraiment les équipes de sécurité. Hein. Sont bien eux qui vont consommer les résultats et les trier, les prioriser au travers de CodeDX. Après, il y a quand même des utilisateurs secondaires. Les développeurs, par exemple, sont des utilisateurs secondaires. Il est probable que le développeur n'ouvrira jamais l'interface web de CodeDX. Par contre, il va indirectement utiliser CodeDX au travers du système de suivi de tickets, donc Jira par exemple, ou encore au travers de son IDE à partir du moment où il utilise le plugin qui permet de voir les différentes vulnérabilités. Ensuite, vous allez avoir tous les décideurs qui sont au-dessus de l'équipe de cybersécurité qui, eux, vont consommer les rapports
qui sont vraiment faits pour eux. Oui, Eux, ils veulent, voilà, ils veulent pas se perdre dans les détails, ils veulent un rapport concis pour savoir où est-ce qu'on en est, c'est tout. Et ça, c'est ce que CodeX fournit. Oui, c'est effectivement un petit peu ma question est de savoir si ça pouvait aussi être un argument pour les équipes de sécurité vers leurs dirigeants, justement, pour pousser à, sans forcément parler d'investissement, mais en tout cas pour que ça ait une influence sur la politique de sécurité ou sur les budgets qui sont débloqués. Oui, ça permet de donner une visibilité sur la posture de sécurité pour des gens qui n'ont pas forcément des décideurs, hein, comme je disais, qui eux, n'ont pas le temps de s'investir dans les détails techniques de tous ces outils. Moi, j'ai des exemples de clients. Alors, quand on demande à une entreprise combien d'outils d'AppSec elle utilise et qu'elle répond qu'ils en utilisent 30, ça ne veut pas dire qu'il y en a 30 qui sont appliqués sur le même projet. Ça peut vouloir dire que vous avez 10 équipes différentes. Souvent, c'est plus 100 que 10, hein, mais on va dire qu'il y en a 10, et que chaque équipe va utiliser 5 outils différents, et que voilà, en rajoutant tout ça, on arrive au nombre de 30. Et là où c'est intéressant dans ce contexte-là, c'est pas tellement pour avoir une agrégation complète, mais déjà simplement le fait que le rapport de chaque équipe aura le même format, et l'intégralité des rapports de toutes les équipes pourra même être unifiée dans un seul rapport. Ça c'est un bénéfice en termes de temps passé à comprendre les choses qui est vraiment très grand. On revient sur l'image de l'interprète, en effet, qui fait le lien entre les différents langages et formats et formalismes dans lequel arrivent, on parlait des brèches, des vulnérabilités, mais également effectivement les rapports et du coup les conclusions. Et on voit bien effectivement l'intérêt pour ensuite la prise de décision et plus largement pour la gestion de risque au niveau de l'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si vous, du coup, vous aviez d'autres choses à rajouter après toutes ces questions. Non, j'ai rien à rajouter. S'il y a d'autres questions, je serais content d'y répondre. De toute façon, vous avez tous votre adresse à vous, Hugues. Vous avez également la mienne via InCyber. Donc, s'il y a des questions après, évidemment, n'hésitez pas. On mettra donc le replay en ligne dans les jours qui viennent, avec également la présentation qui nous a été demandée. Et bien, écoutez, je peux peut-être un dernier appel si vous avez des questions. Et puis, sinon, écoutez, je crois sinon qu'on peut vous laisser là. On vous tiendra évidemment bien au courant de nos prochains événements. Mais voilà, j'espère que vous avez pu avoir vous rassurer sur le fait que les problématiques que vous pouviez avoir peuvent être aussi résolues facilement. Voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de questions, donc on va terminer ici la séquence. Merci beaucoup Hugues d'avoir partagé je vois que des remerciements dans le chat, donc je me joins. Merci beaucoup. Et puis écoutez, on se revoit donc au prochain webinaire ou petit déjeuner. Merci à tous et merci encore beaucoup Hugues. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.